c'est pas forcément le développeur le plus compétent qui est le mieux payé. Aujourd'hui, tu gagnes 100 000, on va dire. Comment est-ce que tu fais pour multiplier ça par 10? L'avantage de faire de l'accompagnement aujourd'hui, c'est que ça me permet d'apprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accueillir Lilian Alvarez, qui est développeur freelance iOS. Et en plus de son activité principale, il accompagne des développeurs à devenir freelance. On a parlé de plein de sujets, mais principalement autour du freelance. Comment trouver des clients, comment se vendre, comment définir son tarif. Et vous allez voir, Lilian a plein d'astuces à vous recommander. Et sans transition, je vous laisse avec mon interview avec Lilian. Mais grosso modo, aujourd'hui, j'ai deux activités principales. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lilian Alvarez. Je suis freelance en développement d'applications mobiles. Je suis particulièrement spécialisé sur l'iOS. Et j'ai une autre activité où je suis formateur pour indépendants. Donc j'aide les freelances à développer leur activité, qu'ils soient salariés et qui souhaitent faire le passage à freelance, ou même quand ils sont freelance mais qui veulent accélérer un petit peu leur activité et voilà, faire plus de chiffre d'affaires. C'est une des questions que je me suis posée parce que en plus de ça, tu as d'autres activités, peut-être qu'on reviendra après, mais moi j'ai à peu près le même problème que toi, c'est que je suis freelance et j'ai plein d'autres activités. Et la question que je me pose toujours, mais c'est pourquoi faire autant d'activités? Parce que avec ton métier de freelance, comme tu es spécialisé iOS, je pense que tu gagnes très bien ta vie. Mais pourquoi te dire en plus de ça, je vais accompagner des personnes pour les faire monter en compétences et pour devenir freelance? Qu'est-ce que ça t'apporte et pourquoi tu t'es pas dit simplement freelance c'est bien Freelance, c'est très bien. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, c'est même un dilemme, je dirais. C'est est-ce que je vais abandonner, on va dire, le freelancing pour petit à petit me tourner vraiment vers le coaching parce que je kiffe ça aussi. Donc je suis un petit peu déchiré entre les deux. Maintenant, pourquoi faire de l'accompagnement? Parce que j'aime énormément ça. C'est une manière de diversifier ses revenus. Et je suis passionné par tout ce qui est business, par tout ce qui est vente, par tout ce qui est négociation. Et l'alliance des deux, en fait, aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, d'être freelance ou même d'être développeur dans un secteur qui est en grande expansion. Et si tu ajoutes par-dessus ça des compétences, des soft skills en vente, en négociation, il y a moyen de faire un cocktail explosif et vraiment d'accélérer ta carrière. Moi, je l'ai vu pour moi, c'est exceptionnel en fait. Le niveau de revenu, mais même le niveau de projet sur lequel je suis capable d'intervenir versus un freelance ou même un développeur qui n'a pas forcément cette appétence à tout ce qui est business, tout ce qui est négociation, tout ce qui est vente, ça fait une énorme différence en fait. Non, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est l'une des grandes différences entre quelqu'un qui se vend on va dire, à 380 € et quelqu'un qui se vend à 600. La différence, elle est un peu technique, mais il y a aussi beaucoup de soft skills en plus, de comment bien vendre son produit, dans le sens où on va vendre ses compétences. Et je pense qu'il y a une bonne partie qui peut être gagnée rien qu'en progressant là-dessus. Et elle est énorme et je dirais même, je pousserai le bouchon un peu plus loin. C'est pas forcément le développeur le plus compétent qui est le mieux payé. Ça clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai eu l'exemple dans une précédente mission où mon lead dev était moins bien payé que moi. Et le mec, il avait un niveau qui était par rapport au mien, mais qui était, j'étais pas dans la même catégorie, quoi. Et pourtant, et quand il m'a posé la question pourquoi j'étais aussi bien payé pour ce que je faisais, je lui ai dit, moi, je vends très bien mon produit, hein. C'est ça, et en plus, moi ça me met mal à l'aise du coup parler de mon TJM parce que j'ai pas envie de lancer ce froid et de voir d'autres personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai pu travailler se dire ah ouais, t'es payé autant, mais attends, moi je suis pas payé autant et j'ai un niveau, j'ai plus de responsabilité, j'ai plus d'expérience, etc. Qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Et ça peut créer des tensions au sein de l'équipe, je pense. Donc j'essaie d'être assez, on va dire, pas mystérieux, mais j'annonce pas mon TJM, tu vois, à tirer la rigole là-dessus. Ouais, que moi j'ai une autre philosophie. Alors déjà, comme j'ai vécu dans des pays anglo-saxons, les anglo-saxons sont un peu plus enclins à parler de salaire. Et après, je pense qu'il y a rien de mal à prendre dans l'information. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de freelances qui sont mal payés. C'est qu'ils n'osent pas demander à leurs collègues combien ils sont payés. Et quand tu vas faire une négociation pour ton prochain salaire, ou ton prochain revenu plutôt, c'est bien de savoir des personnes de tel niveau combien ils gagnent. Comme ça, tu as beaucoup plus de marge de négociation.
Et après, ce qui est pas mal, moi, bah, pour cette personne-là, comme mon contrat n'a pas été renouvelé, quand j'ai dû discuter avec mon manager, je lui ai dit, bah, tu sais, il est vachement bon, t'as tout intérêt à augmenter son salaire un petit peu, comme ça, tu vas le garder des années, et franchement, c'est pas pour les 50 balles que tu vas lui donner en plus Mm. que ça va mettre en difficulté ta société. Et le mec, il est très très bon, il code très très vite, et ça peut être une sacrée opportunité. Rien qui m'en ait parlé, parce que c'est lui qui m'en a parlé en premier. Moi, ça m'a permis ensuite de parler avec son manager, parce que j'avais plus rien à perdre, comme je m'en allais, je m'en Ouais, fichais, et je lui ai ok, dit, je comprends. bah, donne-lui 50 balles de plus, quoi. Mhm. Et franchement, c'est pour ça. Moi, j'ai pas trop de gêne à parler de revenus. Alors, moi non plus, j'ai aucune gêne là-dessus. Maintenant, j'essaie de penser aussi de manière stratégique et j'ai pas envie, surtout là, si je te balance mon TJM dans la mission dans laquelle je suis, s'il y a un de mes collègues qui tombe dessus, je voudrais pas qu'il se sente mal à l'aise et que ça mette en péril peut-être le futur de ma mission, parce que surtout que je la kiffe beaucoup. Donc, il y a cet aspect-là. Ah, c'est Après, je pourrais te raconter des anecdotes incroyables de gens que j'accompagne qui arrivent à doubler leur TJM. Enfin, c'est absolument dingue. Ils ne changent pas forcément le niveau de responsabilité. Enfin, c'est absolument incroyable le fait d'avoir une petite discussion, le fait de poser deux, trois questions de plus, Hmm. à quel point ça peut impacter ton chiffre d'affaires. Et on ne s'en rend pas forcément compte, surtout quand on était salarié avant, où on n'était pas dans cette dynamique de négociation. Et on avait moins de marge de manœuvre en tant que salarié. Et là, en tant que freelance, c'est quand même pas la même histoire. Ah, c'est ça. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Moi, depuis le Covid, je sais plus, j'avais fait le calcul, j'avais gagné 46% de plus. Parce que bah, t'as les entreprises, t'as plusieurs choses, parce que je pense que l'information, quand t'es freelance, il faut toujours que tu prennes de l'information sur les clients que tu as, sur l'état du marché, sur qu'est-ce que tu peux négocier, qu'est-ce que tu peux pas négocier. Mais moi, je l'ai vu en quelques semaines, développement vu. J'ai l'impression que les entreprises, du jour au lendemain, elles ont lancé plein de projets, mais sans se poser la question s'il y avait assez de ressources sur tout le marché pour pouvoir satisfaire. Et c'est ça, c'est une information qui est très importante. Et moi, ça m'est déjà arrivé à des négociations de dire, bah, si vous cherchez quelqu'un d'autre, je vous souhaite bon courage. Et il y a certaines personnes qui m'ont répondu, oui, nous, ça fait 3 mois qu'on cherche un freelance. Et là, tu te dis, ah oui, 3 mois pour un freelance, normalement 3 mois, c'est pour quelqu'un en CDI. Et j'ai de plus en plus ce cas-là où les personnes n'arrivent même plus à recruter des CDI. Donc, Ouais, non, c'est très compliqué, hein. Enfin, hmm. dans certains secteurs, évidemment. Mais ouais, ouais, c'est une réalité du marché et c'est un avantage, je pense, pour nous qui sommes freelance, je vais y arriver, ou même des gens qui souhaitent devenir freelance, étant donné il y a cette demande qui est forte. Je pense qu'il faut en profiter là-dessus. Il faut Mais monter ses... je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai entendu une statistique hier à BFM Business que, en gros, il y a 50% des développeurs qui voudraient être freelance, et quand on fait le calcul sur le marché, il y a que 3% des développeurs qui sont freelance. Alors, je pense qu'il y a un petit peu cette romance autour du freelancing. Tu sais, cet aspect on va être beaucoup mieux payé, on va multiplier son salaire, on va voyager autour du monde, on va kiffer, on va aller à Tulum, on va aller à Bali faire du surf. Ouais. Et je pense que, à mon avis, je peux me tromper, et probablement que c'est pas tout le monde qui pense cela, mais il y a cette vision un petit peu romancée de se dire, ouais, on va kiffer en étant freelance beaucoup plus qu'en étant salarié où on est un peu enfermé. Et je pense que c'est surtout ça que les gens veulent, entre guillemets, ou aspirent à cette idée romancée du freelancing plutôt qu'à la réalité du terrain qui Mm. peut être parfois bien différente. Ouais, je pense que les gens, comme tu dis, aspirent plus à la liberté qu'au freelancing, mais c'est juste que le freelancing est, selon eux, une façon d'être libre. Comme beaucoup de gens vont dire qu'ils veulent être riches, mais en réalité, quand tu creuses un petit peu et que tu te poses une technique qui est les 5 why, en gros, tu te poses 5 fois la question de pourquoi, et tu t'aperçois qu'en réalité, c'est pas l'argent qu'ils cherchent, mais c'est plus la liberté qu'apporte l'argent. Exactement, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le freelance, c'est un peu une image d'Épinal. Vous allez kiffer à travailler sur la plage. Alors, moi, je vais rien dire parce que je suis un peu digital nomade aussi. Donc, mais Alors, c'est un truc, parce que moi, je ne suis pas du tout digital nomade, même si je travaille depuis chez moi, depuis que je suis freelance, mis à part des micro-exceptions où je me suis déplacé pendant une semaine chez le client en début de mission. Généralement, je fonctionne toujours en télétravail. Et, mais j'ai toujours eu ce petit côté,
est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs? Quand je vois tous ces digital nomades vivre un petit peu à travers le monde, me dire, oh, ça a l'air stylé. Et le week-end dernier, j'étais avec une amie à moi qui est digital nomade, qui est dev web. Et elle me disait, non mais j'étais à Tulum, c'est la guerre, il n'y a pas Internet. Enfin, tout le monde dit que tous les influenceurs disent que c'est beau, c'est joli, c'est génial. Mais la réalité du digital nomadisme, elle est parfois bien moins rose parce qu'il y a des problèmes de connexion Internet, parce qu'il y a le décalage horaire et parfois c'est compliqué à gérer avec les clients. Et elle me faisait une liste de tous les problèmes. Et je me disais, ah ouais, quand même. Ah, typiquement, là, j'ai eu un peu des minutes de retard parce que entre l'invitation que je t'ai envoyée, qui était 1 heure de décalage parce que je l'ai mis à l'horaire, Oui. que je pensais que ça allait s'afficher chez toi, mais en réalité, ça s'est affiché à l'heure que moi j'ai mis. Alors, t'as toujours ça, t'as les réunions le matin. Ah oui, mais les réunions, tu les décales pas parce qu'il y a quelqu'un de ton équipe qui est pas sur une zone française, quoi. Donc, oui. Et oui, t'as un stress. Moi, j'ai un stress constant de ne pas avoir Internet. Hein. Ah oui? Ouais. Du moins, maintenant de moins en moins parce que maintenant t'as la 4G à peu près partout. Donc ça va mieux et ça coûte en Europe ça coûte rien la 4G. Ok. Ouais, parce que ce qu'elle m'a expliqué, après c'est peut-être pour l'Amérique latine, mais elle me disait très souvent en fait, quand ils réservaient des Airbnb, avant même de faire la réservation, ils avaient une checklist de questions où ils demandaient même, je crois, un état ou un screenshot de l'état de la connexion Internet chez les gens pour s'assurer. Et même des fois, malgré toutes les questions qu'ils posaient, ils se pointaient dans l'appartement et boum, pas d'Internet, quoi. C'était délirant, quoi. Ah ouais, ça dépend beaucoup. Et ça me fait penser à une question. Tu as dit, mais comment tu fais? Alors je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui seront intéressés par cette question. Comment tu fais pour justifier à tes clients que tu vas être en télétravail? Alors ça, c'est la question à 1 million. Alors déjà, je pense que tous les clients ne sont pas prêts à accepter ce fonctionnement-là. Et certains clients historiques qui ont une manière de fonctionner, généralement les grands groupes. Typiquement, j'avais fait un entretien pour... alors, je vais peut-être pas donner le nom, mais un grand groupe français où il disait, bah voilà, nous, c'est dans nos règlements qu'il faut que les gens soient en télétravail. Et donc, dans ces cas-là, même ton manager n'a pas la capacité à te donner ce droit à faire du télétravail, tu vois. Donc, il y a certains cas où ça sera pas possible. Ensuite, pour le négocier, j'ai fait une vidéo, si ça intéresse vraiment, de jeux de rôle là-dessus sur ma chaîne YouTube, mais grosso modo, je vais le demander. Je vais poser une question du genre, est-ce qu'aujourd'hui, cher client, vous êtes complètement fermé au télétravail? Silence. Et là, je dis rien pendant quelques secondes. Ah, ben Lilian, écoute, 2 fois par semaine, on veut bien accepter le travail, etc. Ah, d'accord, et 2 fois par semaine? Pourquoi pas 1 fois par semaine? Bah non, parce que voilà, on pense que 2 fois par semaine, c'est bien, etc. Ok, donc vous êtes ouvert au télétravail. Est-ce que vous seriez... Si moi je vous demandais, parce que moi je fonctionne généralement au télétravail avec mes clients, si je vous proposais un deal à 50%, à 100% au télétravail, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous serez à l'aise? Parce que j'imagine quand même qu'il y a cette question de confiance qui doit s'installer entre nous. Moi, généralement, ce que je propose aux clients, c'est un rapport d'activité journalier de l'ensemble des tâches que j'ai effectuées. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait répondre à cette problématique de distance? Chers clients, si on commençait par une mission, plutôt que de se lancer sur 3 mois ou 6 mois, on commençait par 2 semaines à distance. Et ma question préférée, c'est, imaginons demain on travaille ensemble, on fonctionne au télétravail. Et si vous n'êtes pas satisfait de mon niveau de productivité, je vous rembourse. Vous n'avez pas à me payer. Et là, j'attends. Ça peut être une bonne stratégie. J'ai jamais tenté de faire ça. Parce que le problème, c'est que les 2 premières semaines, c'est là où t'es pas forcément le plus productif au monde, quoi. Donc ça fait prendre un sacré risque. Oui. Et j'ai envie de citer Peter Drucker. All profit is derived from risk. Tout le profit vient du risque. Ouais, donc si tu veux faire plus de profit, il faut que tu prennes plus de risques. Et après, c'est vrai que c'est pas forcément tout le monde est à l'aise à l'idée de prendre ce risque-là, de dire, bah, écoutez, moi je vous rembourse si vous n'êtes pas content de mon niveau de productivité. Maintenant, tu n'es pas obligé de prendre ce risque-là. Tu peux poser cette question au client, voir l'impact que ça a sur lui en disant, ouais, non, en fait, même si tu nous proposais ce remboursement, ça ne nous irait pas.
Et dans ce cas-là, c'est mort. Enfin, tu sais que malgré le niveau absolu de garantie que tu peux lui donner, il va refuser. Donc, je ne pense pas qu'il accepte dans ces conditions-là. Mais si tu vois une ouverture, ben là, tu peux creuser et tu peux lui offrir d'autres garanties. Tu vois, il y a toujours moyen de négocier, mais je pense qu'il faut y aller vraiment étape par étape. Il faut être empathique avec le manager qui, potentiellement, lui aussi joue sa peau, parce qu'il nous paye très cher en freelance. C'est beaucoup d'argent. Et j'ai envie même de prendre cette image. Imaginons que tu es un particulier. Tu engages une femme de ménage. Tu vois. Moi, je connais des gens qui contrôlent les heures d'arrivée, les heures de départ de leur femme de ménage. Ils n'ont pas confiance dans le fait que, voilà, est-ce qu'elle va tout faire, ils vont vérifier, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a cette asymétrie envers le niveau de confiance qu'on donne aux gens et le niveau de confiance qu'on aimerait que les gens nous donnent. Tu vois. Et il y a beaucoup de développeurs qui me disent, non mais Lilian, un rapport d'activité journalier, mais t'es fou. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Les gens, ils devraient nous faire confiance. Non, mais attends, t'es en train de me dire que tu lui factures 500 € la journée, que tu veux signer un contrat d'1 an à, je sais pas, à 120 000 € l'année, et que il faut qu'il soit prêt à te donner ça sans même avoir une idée du niveau de productivité que tu vas avoir et de si tu vas rien faire chez toi ou pas. Mais attends, mais mets-toi à la place du manager. Enfin, c'est hallucinant. Tu es en train de lui demander un chèque en blanc de 120K. Enfin, c'est réfléchi, quoi. Et un peu d'empathie pour lui, pour ce pauvre manager. C'est ça. Et je pense dans une de tes vidéos, t'avais parlé de ça. Souvent, les personnes qui recrutent ne prennent pas la meilleure personne, mais ils prennent le choix le moins risqué. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je crois profondément parce que je l'ai vu. Moi, j'ai été le choix le moins risqué et j'ai des clients qui m'ont dit tu étais un des plus chers. On avait un ancien de Microsoft face à toi qui avait plus d'années d'expérience. On t'a choisi à toi parce que tu communiquais bien. Et parce que je les ai rassurés, en fait, je leur ai dit, mais moi, je vais vous envoyer un rapport d'activité journalier. On va faire des points sur des leads tous les jours. Je suis joignable par téléphone. On va commencer par 2 semaines pour que je vous prouve, tu vois, que je montre pas de blanche, en fait, aux clients. Et je pense que c'est tout à fait normal. Ça, oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et ça reboucle un peu ce qu'on disait en début d'épisode, que ça tient pas à des compétences techniques, la différence de prix ou même la différence on va dire, de service que t'offre l'entreprise. Après, moi, j'ai une logique un peu différente de la tienne, c'est que souvent, je vais pas négocier très longtemps. Si je vois que ça bloque au niveau de l'entreprise, je vais pas aller plus loin. Alors peut-être que c'est un gros tort parce que j'adore travailler avec les multinationales parce que souvent c'est elles qui ont des projets les plus ambitieux et où il y a le plus d'argent. Mais elles ont des processus des fois qui sont d'une rigidité de ce point de vue-là qui est très fort et des fois c'est un peu frustrant quand tu cherches une mission, tu voudrais moi il y a des boîtes franchement, elles me diraient de travailler pour eux, je signe tout de suite quoi. Mais avec leur process, c'est pas possible quoi. Ouais. Non, t'as entièrement raison. C'est un sacrifice quelque part. Soit tu payes tout dans la vie. Donc, si tu as un haut TJM, bah, tu vas avoir peut-être un peu plus de stress et on va en attendre plus de toi. Et en plus, tu vas te bosser pour un grand groupe qui va avoir ses process à lui. Donc, enfin, il y a toujours un équilibre à trouver, je pense, dans chaque mission et c'est à chacun de déterminer quel est le meilleur équilibre, quoi. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Et ça en vient peut-être à la deuxième partie de l'interview. Donc, t'es freelance depuis combien de temps au final? J'ai commencé en 2018. Donc, ça fait 3 ans. Et comment tu t'es dit, t'es passé d'un mode, on va dire, un peu développeur à plus, on va dire, entrepreneur ou quelqu'un qui raisonne plus en tant que va fournir ses compétences comme un service plutôt qu'un simple développeur qui est plus proche d'un ancien salarié parce que il y a toute une démarche intellectuelle de se dire je vais apprendre des compétences de vente, je vais apprendre des compétences de négociation. C'est pas quelque chose qui est inné, surtout si tu es comme moi et que t'as fait une école d'ingé où on t'apprend à coder, on t'apprend les bases de la communication et c'est tout quoi. C'est une très bonne question. Alors, je pense que pour le coup, dans mon cas à moi, j'avais déjà cette appétence à m'intéresser, notamment en école d'ingé, bizarrement, à tous ces sujets-là. La négociation, c'est toujours un sujet qui m'a passionné. Le management, tous ces aspects, on va dire, qui relèvent surtout du soft skills. J'ai toujours eu cette appétence à regarder des conférences TED, etc., etc.
Maintenant, ta question, c'était quoi? C'était comment je les ai développés ou Donc, c'était comment tu les as plutôt... développés ou même plus loin que ça, c'est comment tu t'es dit un jour je vais les développer parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas l'envie ni l'intérêt de développer ces compétences-là. Moi, par exemple, je le vois sur ma chaîne YouTube. Si je fais une vidéo sur comment augmenter son salaire de 20%, je fais les plus mauvais scores de ma chaîne. Alors après, est-ce que les gens viennent sur ta chaîne pour ça? C'est possible après que je sois mal positionné de ce point de vue-là. Euh, pour moi, je t'avoue, cette question n'a pas de sens parce que c'est pourquoi est-ce que tu t'embêterais à lire un livre et prendre ton dimanche à travailler sur ce livre-là, à le lire sur la négociation pour augmenter ton salaire de 5 000 euros? Pour moi, elle n'a pas de sens cette question parce que c'est une évidence. Tu vas me dire que tu n'es pas prêt à sacrifier ton dimanche après-midi à lire un bouquin pour gagner 5 000 euros de plus sur ton salaire? Mais c'est ça, mais Non, mais réveille-toi. il y a plein de gens qui sont pas prêts à faire ça. Il y a plein de gens qui sont pas prêts à payer 12 balles pour acheter un livre de négociation et le lire jusqu'au bout et d'essayer ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, j'ai eu un game changer. C'est quand j'ai lu, par exemple, le livre La semaine de 4 heures. Moi, il y a eu un avant et un après sur ce livre. C'est que j'ai compris que le monde dans lequel je vivais n'était pas celui qui était réellement, ou tout ce qu'on m'avait appris ne tenait sur rien du tout. Je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait eu un déclic pour moi depuis tout jeune. Je suis vraiment comme ça. Je crois que j'ai raconté cette histoire qu'à l'âge de 8 ans, j'étais dans la voiture avec mon père et je lui ai dit, Papa, comment on appelle la personne qui est le chef dans une entreprise? Et il m'a dit, le PDG. Et je lui ai dit, bah, un jour, papa, je serai PDG, un truc comme ça. Et j'avais même pas l'âge de passer devant, tu sais, j'étais encore sur le siège arrière et tout, que je voulais déjà diriger des gens et tout. Tu sens le mec qui avait déjà la grosse tête alors qu'il avait rien fait de sa vie, que c'était un gamin, quoi. Donc je pense que pour le coup, ça, je pense que c'était inné pour le coup. Ouais. Ouais, c'est une envie d'aller plus loin, d'essayer de pousser un peu dans toutes les directions et voir jusqu'où tu peux aller. Carrément, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est ma Mm. devise. Et donc, comment après ça s'est fait que tu as développé ces compétences et que maintenant tu aides des personnes à développer elles-mêmes ces compétences? En fait, je le faisais déjà pour les gens qui m'entourent, mes potes. En fait, je suis incapable, je ne peux pas m'empêcher de conseiller les gens, même quand ils me demandent rien. Il suffit que j'ai un pote dans une soirée qui dise le mot négociation et je vais être sur lui, je vais pas le lâcher, quoi. Et par exemple, je sais pas, j'ai un pote qui bosse dans une pizzeria. Il m'a dit, ouais, je vais négocier mon augmentation de salaire. Et je lui dis, ah ouais, d'accord, et comment ça se passe? Explique-moi et tout. Et il me dit, ouais, ben en fait, il y a des grilles, etc. Je lui dis, mais oublie les grilles, c'est une manipulation pour te limiter dans ce que tu vas demander. Il faut que tu ailles chercher une offre concurrente, il faut que tu leur mettes la pression, etc. Et je sais pas, c'est quelque chose en moi, j'adore ça, j'adore stratéger. Il m'arrive de faire des calls avec des gens qui suivent ma formation le dimanche à 22h. J'ai une personne qui a négocié la rupture conventionnelle. Ça faisait 16 ans qu'il était dans une boîte. Il avait un poste assez haut placé, puisqu'il était responsable d'une équipe de développement, etc. Et ça faisait des mois que son chef, plus ou moins, le menait en bateau. Et on a mis en place ensemble une stratégie. Et enfin, moi, j'adore ça. J'ai l'impression d'être un général désarmé dans l'attente qui est prêt à lancer l'assaut, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve ça ultra excitant Mais je suis d'accord avec toi. Moi, si je pouvais négocier tout le temps, je changerais de métier et je passerais. Moi, je trouve ça très excitant de négocier, de dire aux gens, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Là, j'ai été dans le même cas que toi il y a quelques jours. J'ai un très bon pote, digital nomade aussi, qui, en gros, lui, a échoué à devenir digital nomade. Il est revenu en France, il a trouvé un un CDI, excusez-moi. Et il m'a dit, ah ouais, mais je me fais chier, franchement, j'en ai marre d'aller quelque part dans le nord de Paris tous les jours dans un bureau. Les gens, ils sont vraiment pas ouverts d'esprit. Et je lui fais, bah, t'as qu'à négocier une rupture conventionnelle et tu te relances à l'aventure, quoi. Et il me fait, ah ouais, mais ça va être difficile. Et là, je suis trop content parce qu'il y a 5 jours, il m'a envoyé un message et il me dit, ah, ça y est, j'ai ma rupture conventionnelle. Bah, je lui ai répondu, bah, toi qui pensais que ça allait être impossible, en gros, je lui ai expliqué, bah, c'est facile, une rupture conventionnelle, c'est vachement logique parce que l'entreprise, elle choisit quand est-ce que tu pars. Et franchement, pour une entreprise, je suis prêt sur certains postes, surtout qu'il est assez compétent dans ce qu'il fait.
euh, je vais te dire, moi, si le mec, il me dit, je dois lui signer un papier, lui donner un peu de sous pour qu'il reste 6 mois de plus, sachant que je vais me faire énormément d'argent sur son dos pendant 6 mois, je signe le papier tout de suite en fermant les yeux, quoi. Mhm. Et ça, je pense qu'il y a un déclic à avoir, quoi. Mais t'as pas des fois des personnes où on te dit t'es lourd, c'est bon, je sais faire. Probablement, probablement, puisqu'après on m'invite plus en soirée. Ou à d'autres types de soirées où tu peux parler de ta boîte d'allumettes, de comment tu fais une tour Eiffel en boîte d'allumettes. C'est un petit peu là. Je pense que je suis le con de certains dîners, probablement. Non, non, mais après, moi, je trouve ça bien de se poser ce genre de questions. Il y a un point que je trouve super intéressant parce que t'es freelance, on va dire, t'es entrepreneur aussi par rapport à cette activité-là. Bon, déjà, j'aimerais bien savoir est-ce que tu dors de temps en temps? Pas trop, non. Ah, donc t'as déjà un avantage, un unfair advantage. Parce que si je dors pas 12 heures, Ah ouais, c'est pas possible. Mais effectivement, c'est compliqué après. donc, mais alors, tu t'es dit, quand est-ce que tu t'es dit que tu allais vouloir en faire une activité professionnelle au même titre que d'être freelance? Alors, j'ai eu une réflexion très business. Je me suis posé la question, comment est-ce que je peux faire pour augmenter, pour faire x10 sur mon chiffre d'affaires? Donc c'est de l'ordre du million si je fais bien Ouais, si t'as à peu cette près le même à cette TGM que époque-là, moi. on était à peu près à ça, et je me suis dit, OK, comment tu fais 1 million de CA par an? Et j'ai pas vu de stratégie pour y arriver en freelance. Chose que j'ai découverte récemment en plus. On pourra en parler si tu veux, mais là, je suis en train de travailler justement pour faire 1 million en freelance. Alors, c'est très loin, c'est un objectif très long terme. Je ne dis pas que je suis très très loin de faire 1 million en freelance en ce moment, mais c'est un état d'esprit en fait. C'est l'idée de te dire, OK, aujourd'hui, tu gagnes 100 000, on va dire. Comment est-ce que tu fais pour multiplier ça par 10? Ah bah, tu dis, OK, moi, je me vends en TJM à 500 euros, 550 euros la journée. Comment est-ce que tu vas multiplier pas ça? C'est pas possible, en fait. Tu peux pas te vendre 5 000 euros la journée. C'est ça, c'est que tu peux pas, ou soit tu deviens une agence de recrutement ou carrément une agence web. Ouais, en Mais fait, pardon, je vais préciser parce que ça peut. Quand je dis je peux pas me vendre 5 000 euros la journée, je dis pas que c'est impossible de gagner 5 000 euros par jour. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, si moi, il y a un client qui tape à ma porte et qui me dit Lilian, je cherche un freelance iOS pour rejoindre telle équipe et quel est ton TJM? Je lui dis c'est 5 000 euros. Il va rigoler copieusement parce que mes concurrents, peut-être que les meilleurs, ils sont à 800, allez, 700, 750 euros la journée. Donc ça n'aurait pas de sens en fait du point de vue du marché, puisque moi je peux te dire n'importe quel prix, mais il y a une réalité économique de laquelle je ne peux pas m'affranchir. Et donc je me suis dit, ok, bah, ça va forcément passer par la formation, parce que la formation est scalable beaucoup plus facilement. ça, je suis d'accord avec toi. Mais comme toi, tu offres une proposition de coaching, au final, tu arrives à peu près à la même logique, c'est qu'à un moment ou un autre, ton temps n'est pas extensible. Absolument. Et j'ai augmenté un petit peu mon taux horaire, je pense, avec la formation. Et je suis en train de travailler sur des modules parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de coaching, mais j'ai aussi des cours vidéo, des fiches récap, etc. au sein de ma formation. Et là, je suis en train de réfléchir à créer des packs qui répondent à une problématique donnée. Tu prenais l'exemple de ton ami tout à l'heure qui souhaitait négocier sa rupture conventionnelle. Bah, je vais faire un pack, une négociation rupture conventionnelle dans lequel il n'y aura pas d'accompagnement ou dans lequel les gens pourront en supplément acheter une heure d'accompagnement, par exemple. Et je vais faire plusieurs packs comme ça. Je pense notamment à rupture conventionnelle, génération de leads, vente et négociation. Ça, c'est les 3 premiers packs qui vont arriver. Et ceux-là n'auront aucun accompagnement. L'avantage de faire de l'accompagnement aujourd'hui, c'est que ça me permet d'apprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience du freelancing, même si je parle avec beaucoup de freelance, le cours que je vais en tirer, même si je me nourris de beaucoup de livres et beaucoup d'autres formateurs, etc., ça va rester limité. Alors que si j'accompagne un peu plus d'une vingtaine de personnes, eh ben, je discute avec eux régulièrement, je comprends de mieux en mieux leurs problématiques, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche moins. Eh ben, je vais pouvoir en extraire, je pense, un cours qui va être beaucoup plus pertinent et dans lequel je peux me détacher d'un accompagnement tout en permettant aux gens qui vont le suivre d'avoir des résultats exceptionnels. C'est mon objectif, on va dire, là, à moyen terme. Oui, donc
C'est tu veux transformer ton activité progressivement vers de l'accompagnement ou à rester freelance en même temps ou pas? Ouais, je pense que je vais faire les deux parce que je pense pas avoir fini d'apprendre des choses en tant que freelance. Non seulement sur le plan technique, c'est une évidence. Sur le plan business, je pensais assez peu humblement que j'avais atteint le top niveau. Et en fait, je me suis rendu compte que non, puisque quand j'ai regardé certains de nos collègues américains et que je voyais qu'il y en a qui faisaient 2 000 € de l'heure en faisant de la prestation de service, je me suis dit, en fait, j'ai rien compris. Il y a quelque chose que j'ai loupé. Je n'ai pas tous les paramètres à ma connaissance aujourd'hui, parce que moi, je suis loin d'être à 2 000 € de l'heure. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, il y a quand même des niveaux au-dessus dont je n'avais pas encore la connaissance, la perception, parce que je ne savais pas que ça existait. Et c'est quelque chose vers lequel je suis en train de tendre et que j'essaye de tendre aujourd'hui. D'accord, ouais, tu essaies de vraiment pousser, bah, un peu comme tu disais en début d'interview, tu essaies toujours de pousser les boutons le plus loin possible pour voir à quel endroit tu peux arriver. Alors moi je trouve ça super parce que c'est à peu près, j'ai à peu près le même mindset que toi, c'est que dès que je vois une difficulté, bah mon but c'est d'essayer de la grappiller, 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 et je m'aperçois qu'au bout d'un moment, bah, entre ce que tu pensais au départ et ce que tu es capable de faire, tu t'aperçois que tu vis dans un monde qui est totalement imaginaire et qui est décorrélé de la réalité, quoi. Mais Ouais, c'est assez incroyable. le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et moi, je m'en suis aperçu en négociation, mais tu testes plein de trucs. Moi, ça m'arrive assez fréquemment quand je négocie avec les gens de prendre des entretiens. Je me fiche de savoir avec qui je vais travailler. Juste, je fais l'entretien rien que pour voir les questions qu'on me pose, pour voir comment les gens vont réagir. Et c'est toujours un exercice, quoi. Et c'est Mm. vachement dur de progresser en négociation sans rien qu'en lisant des livres. Il faut expérimenter, il n'y a pas le choix. Hmm. Expérimenter, ou ce que je fais beaucoup et qui marche très très bien avec mes étudiants, c'est des jeux de rôle. Hmm. On va vraiment, parce que ils vont suivre le cours, ils vont se faire une image dans leur tête de comment la conversation va se dérouler. Mais si on ne se met pas face à la réalité, parce que moi je joue toujours le pire manager, le pire client, pour les préparer à tout, on va dire au pire, entre guillemets, parce que si tu es préparé au pire, ben là tu seras vraiment préparé. Et il y a toujours, ils vont toujours dire une petite bêtise, ou ils vont se louper, ou tu vois. Alors, c'est jamais parfait, mais du coup, en faisant, quelque part, on apprend, et c'est comme ça qu'on Hmm. progresse, quoi. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il y a même des choses au bout d'un moment que tu finis par intégrer et même plus te rendre compte que tu les fais. Moi, je le vois Ça quand devient naturel. je négocie, j'ai lu des trucs dans des bouquins, je pensais ne jamais les utiliser et quand je regarde ce que je fais, mais c'est purement de l'application de ces bouquins-là. C'est Mm. que rien que de comprendre bah, les différents points de vue, de dire que, de chercher des alternatives, de dire aux personnes, bah voilà, vous avez moi qui est une alternative. Si je m'en vais de la discussion, qu'est-ce qui se passe? Et rien que d'expliquer que t'es peut-être le meilleur choix ou le seul choix, des fois ça arrive même d'être le seul choix, c'est que la personne peut pas te dire non. Et ça, c'est des choses qu'on lit assez facilement dans un livre de négociation, de chercher des alternatives ou de voir quelles sont les alternatives de l'autre. Absolument. C'est et moi une question qui m'a intéressé, c'est que t'as monté cette activité-là. Déjà, comment t'as fait pour avoir tes premiers clients? Comment une personne un peu random, sortie de nulle part, fait pour dire en fait je fais une formation pour devenir freelance quoi, parce qu'il y a plein de gens qui font ça et quand tu les écoutes parler, tu fais oui. Alors la réalité est tout autre. Mhm. Comment tu crées de la légitimité auprès de tes clients Alors, il y a deux questions que hmm. tu vas te poser. Il y a la première qui est de comment est-ce que j'ai fait ce switch de je propose et comment est-ce que je trouve mon premier client, et comment est-ce que je bâtis ma légitimité. Hmm. Ok, commençons par la première. Encore que les deux sont C'est liés, hein. c'est assez lié, ouais. C'est Ouais, ouais. que je pense même, on pourrait inverser parce que c'est difficile de bâtir de la légitimité ou de la reconnaissance d'autres personnes. Ou de la confiance, créer de la confiance plutôt. Euh, je pense que le premier niveau, c'est que je suis freelance. Donc, j'ai une certaine crédibilité dans le fait que aujourd'hui, il y a plein de gens qui accompagnent des freelances qui ne sont pas freelance, ou qui le sont, mais juste dans l'accompagnement d'autres freelances. Alors, probablement qu'ils sont très forts, mais moi,
si demain, enfin, et peut-être que je suis un des rares à raisonner comme ça, mais si je me dis, OK, je veux chercher un coach pour m'aider dans mon business, je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait ce que j'ai fait et qui est une ou deux marches plus loin que moi. Tu vois, si je vais chercher un freelance pour me coacher, eh ben, je veux que le mec, il ait fait 1 million, en fait. Je veux qu'il fasse 1 million par an. S'il fait 100 000, je lui dis, en fait, je fais plus que toi. Enfin, t'es pas crédible, en fait, à mes yeux. Même si peut-être que le gars qui fait 100 000, finalement, il a beaucoup plus de choses à m'apprendre que le gars qui fait 1 million. Parce qu'il est plus pédagogue, parce que voilà, il a essayé plein de choses, et enfin, tu vois, ou peut-être parce que c'est un choix finalement de faire que 100 000 et qu'il travaille qu'une heure par mois, ou qu'est-ce que sais-je, tu vois. Donc, c'est un biais déjà qui n'est pas forcément bon, mais je pense que la crédibilité, ça joue beaucoup. Tu vas pas prendre un coach sportif qui est gros, gras, etc., et qui boit qui mange des frites et des burgers tous les jours. Tu vas prendre un mec ultra baraqué, parce que tu dis, OK, non, mais il est crédible, tu vois. C'est vrai, mais tu vois, par rapport à moi, si je voulais faire des vidéos où je suis sur la plage, ce genre de truc, ou qui crée une vie qui est complètement artificielle, parce qu'au final, même digital nomade, je passe ma vie dans les cafés, quoi. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, dans le sens où comment tu fais pour montrer aux gens que ce que tu dis est la réalité et pas une chose que tu t'es inventé, parce que si on disait, tu pourrais dire que tu fais un demi-million de chiffre d'affaires, personne n'irait vérifier que c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que le fait de leur montrer, aujourd'hui, on m'a pas dit, Lilian, tes conseils sont. Enfin, on m'a pas dit. Je pense qu'on m'a jamais attaqué aujourd'hui sur ma crédibilité. Après, je pense que je suis pas encore assez visible aussi, parce que je pense qu'il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que les gens enfin, ce que les gens ont vécu en fait dans leur vie de freelance. Donc ils disent, attends, là, il est en train de parler d'un problème que moi aussi j'ai eu. Il parle d'une solution. OK, sa solution, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais est-ce que c'est crédible? Bah ouais, en fait, pourquoi tu vois, donc ils se font un petit peu le film dans leur tête, et il y en a certains qui testent, il y en a qui ont des super résultats, et du coup, là, la confiance se crée, je pense. Donc, en partageant des conseils, bah voilà, en faisant des vidéos de jeux de rôle comme j'ai pu les faire, en partageant tout ce que j'ai appris, je pense que la crédibilité se bâtit. Les premiers clients arrivent aussi comme ça. La plupart des gens qui viennent me voir, je pense qu'ils ont tous vu une ou plusieurs vidéos de ma chaîne YouTube. Et la vente, du coup, est beaucoup plus facile. Parce que je suis déjà crédible, la confiance, elle est déjà là. Et les gens, ils achètent rarement, à moins que ce soit les petits produits que j'ai, les e-books, les machins. Ils prennent jamais de l'accompagnement sans savoir qui je suis avant d'avoir bien creusé le sujet. Oui, c'est en plus en faisant. Quand j'ai recherché un peu toutes tes activités, j'ai vu que tu es assez facile à trouver par internet. Tu prends la légitimité aussi, bah même une interview comme ça. Si ma chaîne grossit un jour indirectement, tu prends la légitimité de ceux que t'as interviewé parce qu'ils t'ont interviewé. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis bâti une légitimité au début, via le podcast Tech, où j'ai interviewé pas mal de dev iOS qui étaient très forts, bien meilleurs que moi. Et je leur posais des questions que je pouvais me poser. Et ils avaient des bonnes réponses. Il y avait des gens qui ont beaucoup réfléchi à ça. J'ai interviewé, je me souviens, un dev iOS qui avait écrit un livre qui s'appelle Eric Swift, pour ceux qui connaissent, qui font de l'iOS. Et du coup, il était vachement crédible, lui. Donc, quelque part, je bénéficie de ce rayonnement, comme tu dis, de leur crédibilité sur moi, alors que finalement, je la mérite pas tant que ça, cette crédibilité. Non, mais ça revient toujours un peu aux soft skills, c'est qu'il y a une différence entre ce que tu es et la perception que les autres ont de toi. Et le plus dur, je pense, dans la vie ou même dans la carrière, c'est de bâtir l'image que tu as envie de projeter aux autres. Après, qu'elle soit vraie ou pas, ça c'est un autre problème. Et je pense qu'on en revient toujours à les meilleurs sont pas les mieux payés. Malheureusement, non. Non, malheureusement non, je pense que la vie professionnelle est tout sauf égalitaire. Mais après, il y a quand même une forme de méritocratie parce que c'est souvent ceux qui ont le plus travaillé sur eux qui finissent par arriver aux endroits les plus élevés, dans le sens où... Je pense, oui. De manière globale, je pense. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que c'est quand même confortable. Quand t'es développeur, tu te dis je serai le meilleur dev au monde. Tu sors jamais de ta zone de confort. De savoir très bien programmer en iOS quand t'as un bon niveau, atteindre un niveau très élevé,
bah, tu sors jamais de ta zone de confort, tu es toujours dans la C'est-à-dire, technique tu pure. sors. Bah, Ah, tu vas pas devoir développer une nouvelle c'est dur le dev compétence. iOS. Oh. T'imagines Non, pas non, comment mais je galère, moi. non, non, je pense que je ne critique absolument pas le fait d'être très bon en iOS. On en a besoin. Je pense que le nombre d'applications Non, que non, ce que je veux dire, non, mais je te taquine, mais je comprends là où tu veux en venir, dans le sens où, quand tu restes dans la technique, c'est pas comme si t'intéressais au business, qui est un champ finalement qui est Hmm. complètement différent. Et donc là, tu sortirais de ta zone de confort. Ce que je voulais dire, c'est que progresser techniquement de manière continue est quelque chose de difficile. Tu vois, mine de rien, tu Ça, sors petit à petit de ta zone de confort, quoi. oui, ça, je suis tout à fait Et là, d'accord avec toi. Moi, je pense que il est très facile sur les technos que tu apprends. Au début, tu as une courbe de progression qui est exponentielle. Mais moi, je vois sur la techno qui est plus vue. Et tu t'aperçois que de progresser, quand tu atteins un certain niveau, de progresser de 1%, le pourcent coûte de plus en plus cher. Et ça nécessite de travailler sur des projets de plus en plus complexes. c'est Mais exactement ça. Je le vois en ce moment, puisque je travaille chez Carrefour. Et, euh, et j'ai pris une sacrée claque parce qu'on est en clean architecture. Alors, je ne sais pas si tu es familier non, avec moi, la ça clean me dit rien du architecture tout, ce dans genre de... Cloud. C'est une manière de structurer un design pattern architectural de ton application. Donc, c'est une manière de structurer ton code qui est très, très découpé. Euh, on est vraiment à l'extrême au niveau du principe solide, donc du single responsibility. Enfin, chaque couche a une responsabilité unique. Principe de responsabilité unique, c'est ça. Et au début, j'avais pas l'habitude de travailler avec ce type d'architecture très découpée. Et donc, c'est pas évident, quoi. La courbe d'apprentissage était ardue. Et par contre, je trouve ça super intéressant parce que je vois toujours qu'il y a toujours des choses à apprendre et quelque part, ce challenge rend les choses intéressantes, en tout cas pour moi. Ouais. C'est ça l'avantage de la technique, c'est que c'est un monde qui est infini et tu pourras apprendre toute ta vie. Mais Ouais. ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, rester dans la technique, c'est bien, mais d'aller voir un petit peu ailleurs, voir d'autres domaines, ça nécessite un effort pour certaines personnes qui est gigantesque. Parce que de passer de la technique, qui est quand même une discipline où tu es très seul en développement, à la négociation ou à la prise de parole en public, bah là tu te prends une sacrée claque au début et c'est très compliqué de te dire bah, je suis développeur, pourquoi je vais m'embêter à développer ce genre de compétences qui me serviront mais de façon un peu abstraite. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Et je pense que les gens ont pas tort, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que pourquoi t'embêter à développer des compétences orales, des compétences en vente, des compétences en négociation. Il y en a qui sont très contents avec leur salaire et leur petite augmentation de 5% par an, et ils n'ont pas envie de passer du temps là-dessus. Ils préfèrent jouer aux jeux vidéo, lire des livres de science-fiction ou que sais-je. Et je veux dire, bah, très bien, moi j'ai aucun problème avec ces gens-là. Je suis pas mon objectif, c'est pas d'essayer de convertir tout le monde à absolument devenir des as de la négociation ou vraiment de s'intéresser à ça comme de manière avide. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça, ok, quoi. Ah oui, c'est peut-être une différence. Moi je suis plus évangéliste dans le sens où je pense que les gens vivent dans un monde qui n'existe pas et que un peu il faut ouvrir les perspectives à beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les voir. Moi, mon film préféré, ça reste Matrix. Et Mhm. Morpheus dit une phrase, c'est que la plupart des gens ne veulent pas voir que le monde ne fonctionne à un problème. Et qu'il y a juste une certaine partie de la population qui va se rendre compte que quelque chose cloche ou que quelque chose peut être amélioré. Mais je pense que c'est plus philosophique. On Oui, oui. s'éloigne un petit peu du sujet. Non, mais c'est vrai. Au début, j'avais un petit peu du mal avec ça, mais maintenant, honnêtement, je veux dire, ça me touche pas plus que ça. Je comprends. Je peux entendre que les gens n'aient pas envie de creuser certains sujets et préfèrent s'amuser ou utiliser leur temps autrement, quoi. Mm. Mais tu vois, moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre de raisonnement, moi j'ai souvent travaillé avec des gens qui étaient plus âgés que moi et qui avaient des enfants, et la plupart m'ont presque dit qu'ils ne voyaient pas leurs enfants grandir. C'est-à-dire? C'est dans le sens où bah, ils travaillaient trop ou ils passaient pas de temps avec eux. Et t'as envie de leur dire, mais prends un bouquin pour mieux gérer ton temps, pour faire du freelancing. Je connais certains freelances
qui n'ont pas choisi le freelancing pour se faire un maximum d'argent, mais uniquement parce qu'ils ont compris que ça serait une opportunité de passer plus de temps avec leurs proches, parce que ils pourraient travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 pour les mêmes revenus, et ils disent que ce temps-là qu'ils ont une journée en plus avec leurs enfants, bah, a plus de valeur que tout l'argent qu'ils pourraient gagner et que ça leur rapporte beaucoup plus de bonheur, et s'ils se centralisent plus sur le bonheur qu'ils peuvent acquérir en tant que freelance que les aspects un peu pécuniaires, un peu consuméristes. Mais ils ont fait quand même l'effort intellectuel de se dire qu'ils avaient un problème et ils ont voulu le résoudre. Je sais pas si toi, dans les personnes que tu coaches, tu as ce genre de profil où le freelancing est vu comme une opportunité de passer plus de temps avec ses proches ou sur des projets personnels. Oui, mais c'est plus à long terme, je pense. En tout cas, pour ceux qui débutent. C'est-à-dire que j'ai un discours quand même assez réaliste, je pense, sur la transition freelance, salarié-freelance. Généralement, c'est difficile, il va falloir travailler plus, déjà pour suivre les cours de la formation, pour commencer à chercher des missions, pour avoir ce changement de posture quelque part de salarié à une posture plus freelance, plus commerciale, plus gestionnaire d'entreprise, plus chef d'entreprise quelque part. Donc il y a toujours ce passage un peu plus difficile, mais après c'est vrai que sur le long terme, eh ben, on va avoir plus la main sur l'organisation de son temps et passer moins de temps à travailler. Et j'en ai quelques-uns qui se disent, OK, bon, là, je viens de trouver ma première mission de 6 mois, je vais travailler à temps plein, mais dès que je peux, je fais du 4/5e, ou même je vais monter un projet SaaS sur le côté où je vais bosser pendant 6 mois, je vais prendre 3 mois de vacances sur lesquels je vais bosser sur un projet SaaS pour me créer des revenus passifs, etc., etc. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont dans cette dynamique-là de vouloir lancer d'autres projets. Et finalement, le fait d'être freelance, c'est pas une fin, mais c'est plus un moyen pour vivre d'autres choses, etc. Tu viens de dire une chose intéressante et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur le fait que moi je pense que être freelance, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif à atteindre, c'est juste une étape. C'est quoi l'étape d'après? Bah, après, je pense que l'étape d'après, c'est chacun qui doit la déterminer, mais je connais personne, aucun freelance qui m'a dit, bah moi, mon rêve, c'est d'être freelance. C'est toujours, je veux être freelance pour quelque chose. C'est, par exemple, moi, c'est pour ça que je t'interviewe un petit peu aussi. J'aimerais bien avoir un business model qui ressemble un peu au tien, ou, ou faire ce que tu disais, un micro SaaS ou un nano SaaS. Donc, ou créer une agence, tu vois. Mais là, pour l'instant, moi, je suis un peu plus jeune en tant que freelance que toi. Okay. Moi, je suis toujours en phase de découverte active parce que j'aime bien tester un maximum de choses, mais je pense que dans 5-6 ans, j'aurais fait le tour de tout ce que j'aurais envie de découvrir ou que j'aurais la capacité de découvrir. D'accord. Donc, quelque part, tu vois le fait d'être freelance comme une étape dans ta carrière dans laquelle tu n'as pas envie d'être. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, il y a des freelances qui vont dire, moi, je vais être freelance pour passer plus de temps avec ma famille. Je vais être freelance pour faire ci, faire ça, pour lancer d'autres projets, etc. Mais qui vont rester freelance quand même toute leur vie. Tu vois, même si la raison qui les motivait à être freelance, c'était de passer plus de temps avec leur famille, ça va être, on va dire, la dernière étape, entre guillemets, de leur carrière. Bah, t'en connais de ce genre de profil? Parce que moi, la plupart des profils que je connais qui ont été freelance, ils ont arrêté parce que bah, soit c'était trop dur, soit administrativement c'était trop compliqué, soit au bout d'un certain âge, ils ont plus envie de courir après les clients, après les impayés, après tous les désagréments de la vie de freelance et qui préfèrent soit monter une entreprise au sens, on va dire, un peu plus noble du terme, même si je pense qu'être freelance, c'est une entreprise. Très noble d'être freelance. Oui, c'est noble aussi, mais disons qu'à l'heure actuelle, je trouve que le discours est très orienté. Alors, ouais, j'ai monté ma start-up qui vit à coup de levée de fonds, plutôt que des personnes comme nous qui gagnons très très bien notre vie et qui vivons très correctement, mais qui créons de la richesse rien qu'avec nos propres compétences, sans avoir des ambitions démesurées. Et du coup, c'est quoi ta question? Tu m'as perdu. Donc en gros, ce que je voulais dire, est-ce que tu connais certaines personnes qui se disent, bah moi je suis freelance et je ferai ça jusqu'à temps jusqu'à la retraite? Je pense, oui. J'ai interviewé une personne
Un dev iOS, justement, qui était assez expérimenté, qui a eu une phase pendant une dizaine d'années où il développait un projet SaaS, puis qui est redevenu freelance, qui bosse 6 heures par jour. Il vit dans le sud de la France et il a une vie super cool. Le gars est vraiment super fort, c'est un ponte dans son domaine, dans l'iOS et en particulier dans le RX Swift. Et grosso modo, il travaille 3 heures le matin. Il va faire sa petite natation, son roller entre midi et 2, il va kiffer, il va manger au bord de la plage, etc. Puis il va bosser 3 heures l'après-midi. Et puis après, il va refaire un peu de sport, etc. Et c'est à ça que sa vie ressemble. Et j'ai discuté avec lui, il a l'air super heureux, super épanoui dans sa vie. Et il n'a pas envie de faire plus. Et quand il y a un nouveau client qui vient, il lui dit, écoute, moi je travaille que 6 heures par jour, si tu n'es pas content, c'est pareil, on ne travaille pas ensemble. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'il voit le reste de sa vie. Il n'y a pas forcément une ambition démesurée ou de faire d'autres choses derrière. Mais le fait d'avoir trouvé cet équilibre, finalement, et ce qui, je pense, lui convient à lui, il est très heureux comme ça. Et je pense qu'il restera sur ce fonctionnement, à mon avis, très longtemps. Et toi, si on revient à ton ambition, tu as dit qu'au départ, tu voulais devenir CEO. T'en es où de ces plans-là? Ou de ton million d'euros? Je le suis, du million d'euros un petit peu loin encore. Je suis en train de beaucoup travailler là-dessus. Alors, je vais recontextualiser. Je disais tout à l'heure que j'ai suivi quelques interviews d'une chaîne américaine qui s'appelle The Future, qui est gérée par un monsieur qui s'appelle Chris Do. Il a géré une agence aux États-Unis de design. Il a gagné plein de prix. Ils ont fait plus de 80 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 7 ans, 7-8 ans, je crois. Et aujourd'hui, il a pivoté et il a une entreprise d'éducation pour aider les freelances à développer leur activité. Et je conseille sa chaîne, elle est vraiment excellente. Et dans l'une de ses vidéos, justement, il interviewait une personne qui était un développeur web qui expliquait comment il facturait 2000 euros de l'heure. Et c'est un véritable changement de paradigme. En fait, il vend plus. Il a écrit un livre, il s'appelle Jonathan Stark, c'est le frère caché de Tony Stark. De Tony Stark, ouais. Il a écrit un livre, c'est, je crois, pourquoi la facturation à l'heure est folle, n'a pas de sens. Tu vois, c'est ça le titre de son livre. Et sa mission, c'est de se débarrasser de ce modèle de facturation à l'heure, parce que pour lui, ça n'a absolument pas de sens. Et en fait, ce qu'il vend, c'est pas de son temps, c'est un résultat. C'est la valeur qu'il produit. C'est exactement ça. Tu vas aller voir une entreprise, imaginons que ce soit une entreprise dans le e-commerce, ils disent, ben voilà, notre site, on a un taux de conversion sur notre page de vente qui est de 2%. Notre objectif, en creusant, évidemment, là je fais la version accélérée, le client dirait, mon objectif c'est d'avoir plus, ce serait d'arriver à 4%. Si on arrive à 4%, on va générer 1 million en plus de chiffre d'affaires. Et lui, il dit, OK, si je vous garantis ce résultat-là, est-ce que vous êtes prêt à me payer un demi-million? Et donc, il va travailler. Il ne va pas travailler sur un scope précis, il va travailler sur un résultat. Donc, il va bosser jusqu'à ce que ce résultat soit atteint. Donc, quand le client va l'appeler, il va lui dire « Ah ben finalement, on va ajouter une nouvelle feature, etc. » Il va dire « Ok, en quoi ça nous avance de notre objectif d'augmenter le taux de conversion de 2%. » Et si c'est une feature qui augmente ce fameux taux de conversion, qui sert l'objectif final du recherché par le client et sur lequel ils sont mis d'accord au début, eh ben, il va la prendre dans le scope. Oui, c'est vraiment une approche par la valeur. C'est exact. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui font des applications SaaS. Alors, quand on voit qu'ils négocient dur pour les TJM et quand tu vois combien une personne qui développe, un développeur leur rapporte, tu fais, mais même s'ils te payent 12 000 euros par mois, au final, comme ils en gagnent 50, 100 000 sur ton travail, bah, c'est rien du tout au final. C'est ce que tu gagnes est très faible par rapport à eux, ce qu'ils vont gagner, quoi. Et en gros, le changement de paradigme, c'est de dire qu'au lieu d'être payé à l'heure ou à la journée, c'est de dire, bah, je prends une partie de la valeur. C'est ça, une partie de la valeur que tu vas créer, et du coup, tu t'engages finalement à créer cette valeur. Si tu ne la crées pas, ça veut dire quoi? Quand tu t'engages, c'est une garantie. C'est-à-dire que tu n'es pas payé ou que tu rembourses le client si tu n'atteins pas le résultat. Donc, le niveau de risque, il est beaucoup plus haut lorsque tu factures la valeur. C'est pour ça que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Peter Drucker, encore une fois, tout le profit vient du risque. Donc, tu prends plus de risques, eh ben, tu vas demander plus de valeur. Évidemment, il faut que le client soit d'accord.
tous les clients ne vont pas l'accepter. Certains clients sont tout à fait à l'aise avec l'idée de prendre tout le risque pour eux. Et d'autres vont accepter d'en donner une partie et d'en donner une partie aussi donner une partie du coup des bénéfices. Et tu as déjà réussi à mettre en place ce genre d'approche parce que moi, alors j'ai peut-être une vision un peu biaisée on va dire des entreprises françaises au niveau, on va dire tout ce qui est un peu exotique. On est quand même très très loin. Quand je vois le télétravail qui a mis des années avant d'arriver, il a fallu une crise mondiale pour que ça arrive. Alors, expliquer à un manager que au lieu d'être payé un TJM fixe, tu vas être payé à une valeur produite, c'est quand même compliqué. C'est impossible. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui arrive à le faire et qui écoute le podcast, je veux bien qu'il m'envoie un message. Je suis pas payé très cher pour qu'il me dise comment il a fait. Moi aussi. Je peux même donner mon 06, il peut m'appeler à 4 heures du matin, je réponds. Parce qu'en fait, le manager n'a pas de skin in the game. Il ne joue pas sa peau en fait en fonction des résultats. Et généralement, les managers ont un budget donné. Et s'ils n'atteignent pas certains résultats dans le cadre qui a été défini par leurs supérieurs, eh ben, ils vont se faire éjecter ou ils vont pas avoir leur augmentation. Donc c'est impossible parce qu'ils vont dire oui, c'est très bien toute cette valeur, mais moi en fait j'ai un budget de 600 € par jour. Donc tu peux me faire toutes les techniques de négociation que tu veux. En fait, moi je pourrais pas aller au-delà de ça, quoi. Là, c'est ça. En général, les managers, ils ont pas beaucoup de. La personne avec qui tu parles est rarement la personne qui prendra les plus hautes décisions, et c'est encore pire dans les grands groupes. Très compliqué. Mais ce qui est assez rigolo, moi j'ai travaillé pour un grand groupe. Je tairai le nom, mais bon, c'est un très grand groupe qui vend du logiciel informatique. Et beaucoup de licences, je savais que les produits n'avaient pas de prix. C'était qu'en gros, ils allaient négocier, ils allaient dire ce logiciel-là, ça résout un problème. Combien vous coûte ce problème-là? Et on va prendre 10% de la valeur qui a été produite grâce au logiciel. Et en général, ils signaient les contrats dans l'heure. J'ai même une histoire à ça pour illustrer la notion de valeur. Alors, je sais pas si elle est vraie, cette histoire. Alors, prenez entre guillemets ce que je vais dire. C'est un autre groupe pour qui on travaillait a dit, bah nous, on a tel problème. Ça nous coûte 1 million d'euros par mois parce que votre logiciel ne fait pas cette fonctionnalité-là. On voudrait que vous développiez cette fonctionnalité-là. Le commercial a pris au téléphone, il a dit bah ok, bah ça va vous coûter, on va vous le facturer à 1 500 000. Donc le commercial, il a appelé l'équipe en charge du produit et a dit bah voilà, nous on voudrait développer cette nouvelle fonctionnalité. Combien de temps à ton équipe il faudrait pour le faire? Il dit oh t'en fais pas, dans 2 heures j'ai fini, je te rappelle quand j'ai fini. Et bon, ça a pris, la légende veut que ça ait pris 4 heures. Et ça a été facturé à 1 million et demi, 1 million et demi. Et en gros, le client était pas prêt à payer le temps de développement, mais était prêt à payer pour le problème que ça allait résoudre. Et tu t'aperçois, à l'heure, ça fait plus de 300 000 euros de l'heure, quoi. C'est hallucinant. Mais en fait, le client, quelque part, il s'en moque du temps que tu travailles, puisque lui, il ne paie pas ton temps. Enfin, même s'il paie ton temps, dans certains cas, il paie les résultats et les conséquences du temps que tu vas passer chez lui. Donc, moi, ça me paraît logique, ton histoire. Enfin, alors, elle est extraordinaire, parce que le ratio est démentiel. Mais sur le papier, je suis sûr que l'entreprise était très contente. Mais parce que du coup, ils ont gagné beaucoup d'argent aussi dans l'histoire. Mais même si ça leur a coûté cher. C'est pas démentiel dans le secteur industriel de parler en millions. Construire un avion, c'est 50 millions le simple avion. Donc 1 million, c'est pas grand-chose, quoi. Donc c'est pour ça l'échelle est assez disproportionnée. Bon, c'est un exemple qui marche bien parce que les sommes sont gigantesques, mais dans le secteur industriel, elles sont toutes petites. Donc dans le secteur industriel, elles sont toutes petites? Ouais, 1 million d'euros, c'est l'unité minimum. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est en général quand il n'y a pas dans les secteurs industriels lourds, quand il n'y a pas d'indication, c'est en millions. Donc ok. Il faut remettre une fusée, ça coûte 50 millions, avion, ça coûte 50 millions aussi. Donc c'est forcément, ouais, ça chiffre vite. Mais ouais, pour revenir à ta question qui était de est-ce que j'ai réussi à le faire aujourd'hui? Non. La réponse est non, en toute sincérité. J'essaie de le mettre en place. Dès que j'ai une lead qui arrive,
je structure mon discours commercial à la valeur. Donc maintenant, de toute manière, étant donné que je suis staffé pour un moment là, de toute manière, pour tous les clients qui viennent, je teste des choses. Et là, le test du moment, ça va être le pricing à la valeur en disant, ben voilà, aujourd'hui, ce que je dis, c'est si vous voulez du conseil, je ne parle pas de développement, je parle juste de conseils fonctionnels, techniques, etc. Mon engagement minimal, il va être de 10 000 euros pour poser un cahier des charges au clair. Et si vous voulez que j'intervienne dans les développements, mon engagement minimal, il va être de 150 000 euros. Donc, je n'interviens pas quelque part en dessous de ces sommes-là. Ce qui ne veut pas dire que ça va être le prix que ça va vous coûter. Ça va être le minimum que ça va vous coûter. D'accord, Donc, oui. le fait d'avoir ce discours élimine pour le moment tous les clients, puisqu'il n'y en a aucun qui a les moyens de se payer ces services-là à ce montant-là, finalement. Ouais, après, je pense que c'est peut-être lié au développement parce que je connais les personnes qui font par exemple du Facebook Ads, eux, ils sont vraiment payés comme ça. Ils sont payés à la commission. Donc s'ils font 1 million de chiffres, ils prennent 10%. Donc après, c'est peut-être aussi une question de culture d'entreprise ou une culture du domaine qui est. Je sais pas. En fait, je pense juste qu'il faut trouver le bon interlocuteur, donc parler à un exécutif, un dirigeant Un CTO. voilà, qui va jouer sa peau, qui a des résultats à atteindre et qui est prêt à avoir cette conversation-là et après à annexer une partie du risque. Mais de toute évidence, tous les clients ne vont pas accepter ce mode de fonctionnement-là et c'est le jeu, quoi. Enfin, Oui, on n'est pas obligé de. Pardon, vas-y. Et c'est pareil, je pense que tu es dans la situation où tu peux attendre d'avoir le client. Il suffit d'un client. En 2000, on est en 2021, j'ai eu 2 gros clients. Et un vrai gros, qui est Carrefour. Et ça a fait mon année, en fait. Oui, bah, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher 150 000 clients. Et moi, ça m'arrive de changer de client uniquement parce que quelqu'un me propose une mission plus intéressante. C'est le seul moyen de me débaucher, quoi. C'est À ça. la limite, il y a beaucoup de boîtes. Je pourrais rester 3 ans. Si personne n'essayait de me débaucher, je pourrais rester 3 ans tranquillement. Mais oui, bon, si tu trouves la solution, tu peux m'appeler sans aucun problème. La solution, pourquoi? Pour pricer à la valeur. Ah, bah écoute, t'as vu ma vidéo, mon plan pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires? J'ai dû la voir, mais ça m'a pas plus marqué dans le sens où je pense que je suis d'accord avec toi. Parce que tu prêches un converti sur l'approche par valeur plutôt que par moyen. Mais comme ça reste encore abstrait. C'est plus dans le comment, en fait, que tu as du mal. Je peux te partager ma stratégie. Je partage un petit peu la conversation, comment je l'aborderai avec un client au sein de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et l'idée, c'est de dire, OK, combien vous coûte ce problème-là aujourd'hui? Donc, vraiment creuser en posant des questions. Si la personne, elle me dit, voilà, le problème, il nous coûte 1 million par an, ben, je vais leur dire, OK, si je vous garantis le résultat, que je vais résoudre ce problème, est-ce que vous êtes prêt à me payer 500 000 euros, donc la moitié, 50%, qui va généralement donner lieu à une autre question du client qui est, est-ce que vous êtes vraiment prêt à nous le garantir? Ben, ça dépend, il va falloir que je réfléchisse aux solutions qui sont possibles. Honnêtement, je n'ai pas encore pris le temps de poser ça sur le papier, mais c'est une éventualité. Et si, en théorie, si je vous le proposais, est-ce que vous l'accepteriez, oui ou non? Et il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, en fonction de l'interlocuteur et de la personne et des choix aussi de l'entreprise. Ensuite, donc là, on a une approche plus par problème. On peut avoir aussi une approche par objectif. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon taux de conversion, je veux le faire évoluer. OK, ben, si j'arrive à le faire évoluer, quel va être l'impact sur votre business en matière de chiffre d'affaires? Quel va être en matière de bénéfices parce que le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de global. Si tu vends une caméra à 1 000 euros, que je te dis je vais prendre la moitié, tu vas me dire oh, mais attends Lilian, la caméra elle me coûte 700 euros à créer, si je te donne la moitié, moi je fais faillite. Structurellement, ça marche pas mon business. Donc forcément, on va parler plus de marge, etc. Donc en bénéfice créé vraiment, hein, plus qu'en matière de chiffre d'affaires. Et ensuite, voilà, tu poses la question, tu vois comment la personne réagit, mais dans tous les cas, ça te donne un maximum théorique que tu peux demander. C'est un petit peu ton ancrage haut. Et ensuite, tu vas pouvoir raisonner potentiellement en dessous
en fonction des garanties que tu vas donner. Tu vas peut-être pas garantir le maximum, mais peut-être que tu vas garantir un code sans bug. Peut-être que tu vas t'engager sur un prix fixe et pas sur une estimation en disant on va fonctionner au temps passé, etc., etc. Et en fonction du niveau de garantie que tu vas offrir au client, tu vas demander un chiffre qui va être un peu ou beaucoup moins élevé que l'encre haute que tu as donnée. Et pourquoi pas aussi dire, voilà, à 500, un demi-million, je vous le garantis. C'est Je pense que moi, tu vois, ce qui m'embête par ça, il y a plusieurs choses. C'est surtout déjà d'avoir le bon interlocuteur, comme on disait. Il y a aussi toute la mentalité des managers ou même des CTO, parce que parler de ça, quand je vois un truc qui est pas du tout développé en France, de donner des actions à ses employés en France, je connais aucune entreprise qui donne des actions pour les petites boîtes pour partager un peu le risque. Ah ouais, t'es sûr? Il y a plein de startups qui le font aujourd'hui quand même. Ça s'est amélioré de ce que j'ai compris. Mais tu vois, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que pour avoir des talents, ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent beaucoup d'actions. Mais de ce que j'ai compris, la problématique, il y a une problématique fiscale en France de ce que j'ai compris à faire ça. Mais il y a aussi quand tu veux revendre ta boîte ou faire rentrer des actionnaires en plus. C'est toujours un peu compliqué. Et la valeur est détenue toujours par les mêmes personnes au final. Ok. Moi, j'ai entendu, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui, au contraire, donnent des parts à leurs employés. Et d'ailleurs, c'est assez courant que je vois des offres d'emploi avec equity ou part de la boîte 0,05% ou 0,8%. En fonction du niveau de seniorité, tu as quand même un petit peu de parts qui vont être données aux employés. Et ça fait partie du package, quoi. Ah, ça, je trouve ça bien. Alors peut-être qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu plus, même en tant que. T'as pas vu les bonnes boîtes? Peut-être parce que les grandes boîtes. Non, grandes boîtes, c'est rare. C'est très très rare. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose d'exceptionnel. Mais ouais, pour revenir à ta question de comment trouver mon interlocuteur, je pense que c'est lui en fait qui doit te trouver. Alors j'exagère un peu, mais typiquement, qui est cette personne? Généralement, ça va être un C, ça va être au C-level, C-level comme disent les Américains, c'est-à-dire CMO, donc directeur de marketing, directeur technique, le dirigeant de la boîte directement. Je pense que je targeterai les boîtes qui font plus de 10 voire 100 millions de chiffre d'affaires par an, ce qui réduit le scope finalement des entreprises avec lesquelles je travaillerai. Moi, je me concentrerai surtout sur des boîtes dans l'e-commerce aujourd'hui parce que le calcul de la valeur ajoutée va être beaucoup plus facile que dans d'autres cas. Et j'ai pas envie, c'est déjà difficile comme système, donc je vais essayer de me simplifier la vie. La première marche, ça va être l'e-commerce. Et ensuite, je pense que si tu rédiges un bon petit document du genre comment augmenter le taux de conversion sur une application mobile, dans mon cas, e-commerce, tu écris un joli article là-dessus et tu targetes les exécutives des grosses boîtes sur LinkedIn qui sont dans l'e-commerce, je suis sûr que tu peux récupérer quelques emails, quelques numéros de téléphone et potentiellement derrière des leads. Si ton article est pertinent, évidemment, et qu'ils reconnaissent ton niveau d'expertise parce qu'ils ont appris quelque chose en le lisant, je pense que tu peux trouver des premiers prospects comme ça. Et la deuxième stratégie, je pense, c'est de manière beaucoup plus directe, c'est de cibler, de faire une liste d'entreprises qui potentiellement pourraient être intéressées par ce type de service, d'ajouter ces dirigeants sur LinkedIn et de créer une relation de confiance en interagissant avec leurs posts, etc., etc. Et voilà, de voir s'il y a une opportunité. Notamment, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les posts qu'ils ont ouverts. Parce que les posts qu'ouvre une boîte, ça te donne beaucoup d'insights sur leur stratégie interne. Si tu vois beaucoup de développeurs qui sont recrutés, il y a un objectif de logiciel. C'est comme ça que je crois Elon Musk avait découvert ou son équipe probablement, que Apple travaillait sur les voitures autonomes. C'est parce qu'ils recrutaient des milliers d'ingénieurs spécialisés dans les voitures autonomes à un moment Apple. Donc je veux dire, tu peux pas le cacher en fait que tu as un objectif. Donc en rentrant par les offres d'emploi, tu peux voir certains objectifs des boîtes et à partir de là, tu peux proposer potentiellement des services en direct en contactant la bonne personne. Ouais, je pense que ça, cette partie-là, déjà de trouver le bon interlocuteur, mais tu vois, pour que ça soit un peu plus applicable aux personnes qui nous écoutent, alors moi, c'est plus des profils de développeurs web. Tu vois, moi,
du mal à justifier que le code que j'écris, surtout moi qui est spécialisé pour les activités SaaS, de dire bah je vais augmenter votre bénéfice ou votre satisfaction client, bien que je suis sûr que oui, parce que quand tu améliores une page en user experience, tu augmentes le taux de conversion, tu augmentes le taux de rétention. Donc tu vois, moi c'est surtout de faire ce lien entre ce que je produis et, est-ce que euh, tu crées? et la valeur qui va être produite et qui en plus qui est assez difficile de faire le lien. Ouais, c'est une grosse question. Je pense qu'on peut aborder le problème de plusieurs manières. En fait, je suis en train de bosser sur un cours en plus en ce moment sur le pricing. Et il y a plusieurs distinctions à avoir, plusieurs définitions qu'il faut connaître. La première, c'est le prix. Le prix d'une prestation, c'est moi, freelance, qui le décide. Mon TJM, c'est moi qui le décide. Moi, je te dis, bah, mon TJM, c'est tant. Alors, évidemment, il va y avoir une négociation, mais c'est moi qui vais décider le prix de mon TJM. La valeur que je vais créer pour le client, c'est pas moi qui la crée. Enfin, c'est pas moi qui l'a choisi. C'est le client. Si aujourd'hui, cet iPhone, j'ai 1200 euros pour l'acheter, c'est pas moi qui ai décidé qu'il valait 1200 euros. C'est Apple qui a dit, bah, cet iPhone-là, on va le vendre 1200 euros. Si tu veux l'acheter, tu l'achètes. Si tu veux pas l'acheter, tu l'achètes pas. Certains me traitent de pigeon parce que j'achète du Apple à 1200 balles. Moi, je vois beaucoup de valeur là-dedans. Tu vois. Donc, j'estime que la valeur de ce téléphone, cet iPhone à 1200 euros, elle est supérieure. Sinon, je ne mettrais pas 1200 euros dedans. Supérieure ou équivalente. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nous qui décidons de la valeur de notre prestation, c'est le client. Et c'est dans l'entretien et même au cours de la mission que tu vas découvrir, et en posant des questions, que tu découvres la valeur que tu apportes au client. En lui demandant, non mais attends, tu vas me dire que tu es prêt à dépenser 600 euros par jour pour que je travaille pour toi, mais pourquoi en fait? C'est beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que tu payerais autant pour travailler, pour m'embaucher? Et là, tu le laisses parler. Et tu creuses. Pourquoi? Ah, c'est pas mal comme. J'avais jamais pensé à poser la question pourquoi les gens étaient prêts à me payer aussi cher, même si indirectement je pense savoir la réponse, mais je suis pas sûr à 100% que la réponse soit ça. Tu présumes d'une réponse. Et peut-être que tu ajustes sur certains points, mais peut-être qu'il y a d'autres que tu vois pas. Et j'écoutais une anecdote de Jonathan Stark, dont je parlais tout à l'heure, qui disait un jour, j'étais justement dans cette conversation-là où j'essayais de découvrir la valeur que j'allais apporter. Et il dit à un moment, je ne trouvais pas en fait. Et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me payerez à moi autant plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas en fait quelle est la valeur que je vous apporte là, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Expliquez-moi, monsieur le client, qu'est-ce qui ferait que vous travaillerez avec moi alors que je suis aussi cher? Je ne comprends pas. Par rapport aux bénéfices business que vous obtiendrez. Et il dit, là, le mec m'explique qu'en fait, tous les soirs, il travaille super tard et que sa femme va demander le divorce s'il continue. Donc en fait, la valeur qu'il était en train de créer, c'était pas du business, c'était le sauvetage du mariage du mec. C'est qu'en gros, il répartissait la charge. Et oui, c'est pas forcément totalement rationnel. C'est vrai que moi, j'ai souvent un biais. J'ai souvent un biais de dire que tout qui est rationnel. Bon, moi, je vois combien je coûte, combien mes clients gagnent, et je fais la différence. Et je vois bien que je suis pas très bien payé par rapport à ce qu'ils gagnent. Mais ça, c'est le jeu. Eux prennent plus de risques que moi, donc. Exactement, c'est ça aussi, faut accepter ça. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que la valeur, finalement, c'est pas nous qui la décidons, et il faut creuser, je pense. Et même si on se vend pas la valeur aujourd'hui, c'est un exercice que je fais de plus en plus, c'est vraiment d'essayer de creuser et de dire, mais attendez. Et en plus, ça crée de la confiance. Quand tu dis à la personne, mais je comprends pas pourquoi vous me payerez autant, en fait, par rapport à ce que vous générez. Et je le fais d'ailleurs très souvent quand j'ai des gens qui me contactent. Qui je sens généralement quand c'est monsieur et madame tout le monde qui veulent payer mes services, je sais qu'il va y avoir un désalignement parce que je vais être beaucoup trop cher en fait. Et ça n'a pas de sens. Ils vont mettre 50 000 euros, toutes les économies de leur vie pour m'embaucher. Enfin, ça n'a pas de sens en fait, tu vois. Donc je leur dis, mais pourquoi en fait et effectivement, des fois, ça n'a juste pas de sens en fait en matière de la valeur qu'ils vont générer et de ce que tu leur demandes. Donc il y a un désalignement. Et du coup, j'ai oublié ce que je disais. C'était quoi ta question déjà? Je pense qu'on est parti trop loin sur tout ce qui est la valeur, mais je pense oui que tout ce qui approche par valeur, mais je pense qu'il y a pas mal d'étapes à franchir avant d'arriver à ce stade-là.
C'est pas fait pour tout le monde, clairement. Mais voilà, mais je pense que c'est une réflexion que tous les freelances devraient au moins avoir une fois. Quitte à dire qu'au final, ce qu'on est en train de dire depuis une demi-heure, c'est des bêtises et que c'est pas applicable, mais au moins avoir la réflexion. Mais Et ça te permettra, généralement, ça permet de mieux négocier. hmm. Parce qu'en fait, des fois, tu as des clients qui bluffent et qui te disent, ben voilà, moi j'ai 600 € de budget. Et tu es en train de leur dire, attendez, là, vous avez un problème qui vous coûte 1 million. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de 20 000, 30 000 € pour résoudre ce problème. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un désalignement, cher client. Vous cherchez un taux un taux de quoi? Un taux de rentabilité de 50 000 %. Vous connaissez beaucoup d'investissements, vous, qui rapportent 50 000 % de taux de rentabilité? Parce que moi, ça m'intéresserait. Mais c'est ça. Après, bon, on en revient toujours à la négociation. À la négociation, moi je dis toujours, c'est à celui qui aura le plus de mauvaise foi. Mais Bah, pas forcément, je pense. Non? je sais pas. Il y a beaucoup de bluff quand même. Où il y a des trucs que tu dis pas, il y a des trucs que tu enjolives. Bon. Moi, je vois toujours la négociation comme un coup de poker. Et même définir de la valeur, c'est aussi une forme de poker, parce que peut-être que la personne va te dire non mais on lui a dit ça, mais au final c'est le double que ça va nous rapporter. Donc après c'est toute une question de confiance. Il faut pas dépasser les. Alors, il faut être en capacité de mesurer l'impact qu'on va avoir sur l'entreprise. Donc tu vois, si je reprends ton exemple et si le client te ment, en fait, il ne va pas vraiment pouvoir te mentir parce que le taux de conversion et le chiffre d'affaires, il faut que tu sois en capacité de le surveiller en tant que développeur puisque ton objectif, c'est d'atteindre un certain pourcentage. Je ne m'engagerai jamais sur quelque chose que je ne peux pas contrôler. Parce que sinon, je suis un esclave du client, il peut me raconter ce qu'il veut et je travaillerai ad vitam aeternam gratuitement pour lui. Ça, oui, je pense que ça doit faire des contrats aussi plus compliqués à mettre en place, ce genre de truc. Mais je pense que c'est un objectif qui est à atteindre. Je pense que c'est quand même vachement intéressant. Là, je vois que l'heure tourne un petit peu. Je pense que ça sera une bonne façon de conclure. Moi, tu vois, je trouve que ce qu'on a dit est super intéressant. Si certains de nos interlocuteurs veulent aller creuser plus loin, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'aller voir ma chaîne YouTube, Lilian Alvarez. Moi, je confirme. C'est pour ça que je t'ai contacté. Moi, même si je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Ah ouais? Avec quoi t'es pas d'accord? Sur plus les approches que tu as. Mais je pense que c'est pas au sens où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas mon comportement naturel, donc c'est-à-dire lesquels, par exemple? Tu vois, toi, tu as une approche qui est beaucoup plus empathique avec le client? que moi, avec le client. Que moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus rationnelle. C'est-à-dire? C'est un exemple en tête? Ouais, moi que je raisonne souvent, arriver à de la valeur, tu vois, où moi j'ai du mal à comprendre qu'on prenne pas le choix le meilleur choix, mais celui qui est le moins risqué. Tu vois, ça c'est une chose que j'ai du mal à. Tu penses pas que ce soit le cas, que les clients choisissent Si, clairement, je pense que tu as raison sur ça. Mais tu vois, il y a une différence entre les conseils que tu te donnes et ceux que j'ai envie d'appliquer. C'est plus une approche par mon comportement, par ce que j'ai envie de faire. Même quand tu lis des bouquins de négociation, moi, il y a des trucs que je n'applique pas parce que déjà, de un, ça m'intéresse pas. Et c'est pas la façon dont j'ai... T'as des exemples? D'être très empathique. Qu'est-ce que tu entends par l'empathie? De se mettre un maximum à la place du client. Moi, j'ai une approche qui est un peu plus brutale, où je vais plus se dire, voilà dans quelle situation vous êtes. Moi, je vous propose mes services. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ce qui, en négociation, est une forme de négociation aussi, qui est plus un ultimatum. Alors, attention, je pense pas qu'on soit très désaligné là-dessus. Mais je pense qu'on n'est pas très loin. Je pense que philosophiquement, on n'est pas très loin. Parce que quand empathie, je ne parle pas de sympathie. C'est pas du tout la même chose. La sympathie, c'est justement où tu te mets uniquement à la place des autres, c'est tu ressens les émotions des autres et tu les plains, ou si tu vois la personne va être triste, tu vas être triste. Et l'empathie, c'est la capacité à identifier les émotions des autres. Et pourquoi est-ce que je parle d'empathie? Parce que
en reconnaissant la situation dans laquelle tu es, et c'est justement ce que tu dis quand tu expliques que aujourd'hui, voilà, quelles sont vos alternatives. Pour moi, ça, c'est de l'empathie. C'est-à-dire, tu te mets à la place de l'autre et tu dis, OK, je suis dans vos chaussures, quelles sont les solutions? Là, de toute évidence, je suis la meilleure solution, donc prenez-moi. Pour moi, tu es clairement dans l'empathie, là. C'est une forme d'empathie aussi, oui. Disons que je l'utilise pas de la même façon. Okay. Je pense que c'est ça la différence. Mais donc en plus de ta chaîne YouTube, tu m'as conseillé cette chaîne YouTube que je vais aller voir de ce pas juste après notre interview. Laquelle tu parles de The Future? Oui. Ouais, The Future est super. La chaîne de Jonathan Stark, je la trouve géniale aussi. Je mettrai tout ça dans les liens de l'épisode. Ouais, je pense que ça sera plus simple pour que tout le monde arrive à le retrouver. Après, elles sont en anglais, mais bon, généralement, les développeurs parlent anglais ou au moins le comprennent et l'écrivent, j'espère. Donc, ouais, il y a la mienne, il y a celle de The Future, il y a Jonathan Stark qui est bien. Il y a un livre que j'ai pas commencé à lire, mais pour les gens qui s'intéressent au pricing à la valeur, de Alan Weiss. Je me souviens plus le titre, mais c'est Value-Based Fees. Je crois que c'est ça. Et Alan Weiss, c'est un petit peu le père fondateur du consulting aux États-Unis, notamment avec le pricing à la valeur. C'est ce que je mettrai tout dans les liens de l'épisode. Et pour conclure, si on se reparlait dans 5-6 ans, tu aimerais bien arriver à quel point? J'en ai aucune idée. C'est beaucoup trop loin. J'ai du mal en fait à voir déjà à la semaine à peu près. Donc dans 5-6 ans, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Il faut pas me lancer là-dessus, sinon on va refaire un deuxième épisode juste après sur qu'est-ce que je fais dans 3 ans. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. À tous les coups, je serais marié, j'aurais 4 enfants et j'arrêterais de travailler, tu vois. Franchement, je sais pas. Je te dis, j'ai du mal déjà à me fixer. La semaine, je vois à peu près, tu vois, l'année, et encore des fois ça change. Et franchement, j'ai du mal à me projeter sur le long terme, même s'il y a une direction dans laquelle je veux aller, évidemment. Je veux continuer à développer mes activités, à faire des choses qui me passionnent, comme ce que je fais aujourd'hui. Après, où j'en serai dans 5 ans,